Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans ce programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Comme d'habitude, Rosine Mounezero est au micro pour vous tenir compagnie et je serai avec Mohamedou Oumfa à la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de l'hépatite virale C. Il s'agit d'une maladie du foie causée par un virus, le virus dit de l'hépatite C. D'après les chiffres de l'OMS, plus de 150 millions de personnes dans le monde sont des porteurs chroniques d'hépatite C. Toujours selon l'OMS, environ 700 000 personnes meurent chaque année de pathologies liées à l'hépatite C. Votre santé, votre avenir passe l'hépatite C au scanner. Nous écouterons le témoignage d'un patient. Lorsque je mange, j'ai l'impression que je suis rassasié. Et quelques minutes après, j'ai faim. Mais je n'arrive pas à digérer au fait. Et je n'arrive pas à manger convenablement comme il se doit. Et toute fois que je mets quelque chose dans la bouche, vous avez les minutes qui suivent, je dois aller à la selle. Votre magazine lève le voile sur l'une des maladies les plus complexes du moment. Nous aurons les explications d'un spécialiste. La particularité de l'hépatite C, c'est qu'on passe plusieurs années sans qu'il y ait des manifestations, des signes. Ça arrive très doucement, sans bruit, et la personne peut se réveiller souvent au stade de complications. Gouvernement et ONG mutualisent leurs efforts pour faire face à l'hépatite C. C'est le cas de la Ligue ivoirienne de lutte contre les hépatites. Nous avons réussi à faire de sorte que d'une injection à 150 000 francs CFA, nous en sommes aujourd'hui à 13 000 francs CFA avec la possibilité de faire des tests sur place. Et puis vers la fin de cette édition, retrouvez la rubrique À vous la parole avec le docteur Armand Guincap au rendez-vous pour répondre à vos questions. Restez branchés. Coup d'œil sur l'actualité. Pour démarrer cette édition, faisons un tour de l'actualité. Nous parlons de la lutte contre le paludisme en Afrique et nous irons par la suite au Malawi et au Cameroun où sont implémentés des projets innovants contre le VIH-Sida. Ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. La lutte contre le paludisme s'améliore pour les personnes vulnérables en Afrique. En effet, le rapport 2016 de l'Organisation mondiale de la santé sur le paludisme dans le monde révèle que les enfants et les femmes enceintes en Afrique subsaharienne ont un plus large accès aux interventions efficaces de lutte contre le paludisme. Le rapport signale que ces 5 dernières années, il y a eu une augmentation sensible des tests de diagnostic du paludisme chez l'enfant et des traitements préventifs administrés aux femmes enceintes. En outre, l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides s'est rapidement élargie chez l'ensemble de la population exposée au paludisme. Selon le rapport en 2015, environ 51% des enfants présentant de la fièvre et consultant un établissement de santé publique dans 22 pays africains ont été soumis à un test de diagnostic du paludisme par rapport à 29% en 2010. Selon les données disponibles, le pourcentage de femmes recevant les 3 doses ou plus recommandées de ce traitement préventif a été multiplié par 5 dans 20 pays africains. La couverture a atteint 31% en 2015, soit une augmentation de 6% par rapport à 2010. En outre, 53% de la population à risque en Afrique subsaharienne utilise des moustiquaires imprégnés en 2015 par rapport à une proportion de 30% en 2010. Notons que l'Afrique subsaharienne compte pour une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2015, on dénombrait 90% des cas de ce paludisme et 92% de décès dus à la maladie dans le continent. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables, représentant environ 70% de l'ensemble des décès dus au paludisme. Au Malawi, les autorités ont ouvert jeudi dernier un couloir aérien destiné à tester l'utilisation des drones pour transporter des échantillons de sang pour le dépistage du sida chez les enfants des zones les plus reculées. Ce couloir aérien, long de 40 km, couvrira principalement les communautés rurales autour de Lilongwe. Le lancement de ce couloir est particulièrement important pour soutenir le transport et la collecte des données dans des endroits difficilement accessibles par la route, a estimé le ministre des Transports et des Travaux publics, Japi Mango. Actuellement, les échantillons sont transportés par la route, parfois à moto, dans un pays où les infrastructures sont peu développées et où les inondations endommagent régulièrement les routes. L'UNICEF estime qu'il faut actuellement 11 jours pour transférer un échantillon de sang d'un centre de santé à un laboratoire et plus de 4 semaines pour transmettre les résultats aux patients.
signalant que l'utilisation des drones pour améliorer l'accès aux soins des populations reculées n'est pas une première en Afrique. En octobre, le Rwanda avait présenté une base de drones utilisée pour délivrer des échantillons de sang dans une vingtaine de cliniques du pays afin de favoriser l'accès aux transfusions. Selon les chiffres officiels, environ 1 million de Malawites sont atteints du sida, soit 10% de la population active, un des taux les plus élevés au monde. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et puis terminons ce tour d'horizon de l'actualité au Cameroun avec une fondation qui est en train d'implémenter un projet qui permettra d'avoir les résultats des tests de VIH chez les enfants en 2 heures de temps. Il s'agit d'un projet de la fondation Elizabeth Glacier Pediatric Aids mené avec l'appui du ministère camerounais de la Santé publique. Ce projet dénommé United Point of Care Early EID vise le diagnostic et le traitement précoce des enfants. Les résultats des tests seront disponibles au bout de 2 heures après le dépistage. Le dépistage se fera gratuitement avec des technologies innovantes appelées Point of Care Testing. Il est prévu à cet effet 31 machines, des réactifs, le renforcement des capacités des différents acteurs et les actions pour générer la demande du test par les couches sociales concernées. Ces machines sont déjà installées et prêtes à l'emploi au centre mère et enfants de la fondation Chantal Biya. La formation du personnel destiné à implémenter ce projet est presque terminée selon le docteur Valérie Nzima, gestionnaire du dit projet. Le projet vise à couvrir 106 formations sanitaires et 30 districts de santé au bout de 4 ans. Le dit projet est financé par l'UNITAID à hauteur de 1,4 million de dollars. Avec une prévalence du VIH de 4,3%, le Cameroun est en situation d'épidémie généralisée. Les enfants sont parmi les catégories qui souffrent le plus de cette épidémie à travers leur faible accès au dépistage et au traitement. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme, selon l'OMS, à l'échelle mondiale, 130 à 150 millions d'individus sont porteurs chroniques d'hépatite C et 700 000 personnes en meurent chaque année. En Afrique, l'hépatite C est l'une des maladies qui gagne de plus en plus du terrain. Son diagnostic et sa prise en charge restent complexes et beaucoup de pays n'ont pas de ressources humaines ni d'infrastructures médicales nécessaires pour assurer le traitement. Un traitement dont le coût est encore très élevé pour la majorité des populations. Pour en savoir davantage sur cette maladie, Votre santé, votre avenir s'est rapproché d'un expert. Nous recevons en guise d'invité le professeur Renova Nagirabiri. Il est professeur agrégé en gastro-entérologique et enseigne à la faculté de médecine de l'université de Bujumbura au Burundi. Tout d'abord, il définit ce que c'est que l'hépatite C. L'hépatite C est une inflammation du foie qui est due à la présence de virus de l'hépatite C. Et ce virus va détruire le foie, entraîner des cicatrices. Et le foie, après, il va être inflammatoire et va cicatriser d'une façon vicieuse. Dans un premier temps, lorsque le virus entre dans le foie de l'individu, les premiers jours, c'est la période d'incubation. Après quelques semaines, la personne en question va avoir ce qu'on appelle le syndrome pseudo-grippal, des douleurs articulaires. Les yeux peuvent changer, devenir jaunes, ictères ou subuctères, et les urines peuvent changer. Mais cette période va passer inaperçue. Quelquefois, on considère que c'est banal. Et il va passer une longue période après où le malade n'a aucun signe. Et c'est une période qui va varier entre 10 voire même 30 ans. Et les signes, les vrais signes, vont apparaître au stade très avancé où le malade a la cirrhose. Et ces signes, il ne faut pas attendre ces signes ou symptômes parce que souvent c'est tard. Dans la vie de tous les jours, quelles sont nos habitudes qui favorisent la survenance de la maladie? L'hépatite virale C se transmet principalement par le sang. Il existe des comportements à risque, des actes qui exposent à ce virus. C'est notamment l'utilisation des objets qui coupent la peau, ou les seringues, les aiguilles qui ne sont pas à usage unique. Et il y a certaines personnes qui pratiquent des scarifications. On coupe la peau et on met le médicament. Les scarifications traditionnelles ou les scarifications thérapeutiques chez les tradipraticiens. Il y a d'autres qui vont consulter des guérisseurs
qui ne sont pas agréés, qui travaillent dans des conditions où le matériel n'est pas stérilisé. Sans oublier bien évidemment les usagers de drogue intraveineux où on s'injecte les produits. Ce sont ces comportements-là qui exposent à attraper le virus de l'hépatite C. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres comportements, par exemple dans nos habitudes alimentaires? Certaines personnes ont l'habitude de dire que l'hépatite C se transmet parce que, comme vous avez évoqué le foie, par exemple, parce que on mange ci ou ça, parce qu'on boit ci ou ça. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques pistes par rapport à cette idée-là que les gens se font? Le comportement ou les habitudes alimentaires influencent pour quelqu'un qui a déjà le virus. Par exemple, la consommation d'alcool, une quantité importante ou une quantité même minime selon l'état du foie du consommateur peut aggraver les lésions, peut accélérer la maladie. Une alimentation riche en graisse occasionne l'augmentation du poids, le surpoids, l'obésité. Dans ces conditions d'obésité, il y aura des dépôts de graisse sur le foie et ces dépôts de graisse sur le foie que nous, on appelle la stéatose hépatique, peut entraîner, elle aussi, l'hépatite, qu'on appelle l'hépatite, la NASH en abrégé. Donc, la stéatose, les dépôts de graisse, peut entraîner une hépatite. L'alcool peut entraîner une hépatite. L'abus de certains médicaments peut entraîner une hépatite. Et vous voyez, ce sont des hépatites qui s'ajoutent, je dirais, même à l'hépatite virale et qui potentialisent le virus. Celui qui a une hépatite peut modeler la consommation. Mais là aussi, ça dépend du stade d'évolution où le malade est arrivé. Comment vivre avec un malade pour éviter les cas de contamination? Partager les ustensiles de cuisine, ce n'est pas un problème. Le problème, il faut ce qu'on appelle les mesures d'hygiène universelles. Il ne faut pas utiliser les mêmes objets qui sont tranchants. Il ne faut pas se raser avec les mêmes objets. Il ne faut pas partager les brosses à dents parce qu'en se brossant, il y a du sang. Il faut privilégier les objets à usage unique, tout objet qui est censé contenir du sang. Mais tout ce qui est ustensile de cuisine, il n'y a pas de problème. Partager le même verre, il n'y a pas de problème. Les habits, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs types d'hépatite. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'hépatite C par rapport aux autres? Il y a plusieurs types d'hépatites, comme vous le dites. Les hépatites virales A, B, il y a même D, il y a même d'autres E, G, qui ne sont pas très connus. Mais la particularité de l'hépatite C, c'est qu'on l'attrape par le sang. Et on passe plusieurs années sans qu'il y ait des manifestations, des signes. Ce n'est qu'après ces plusieurs années, quand il y a la cirrhose, on commence à avoir le ventre gonflé, il y a du liquide dedans, c'est l'acide, les jambes gonflées, ce sont les œdèmes, les membres inférieurs, il y a ceux qui vomissent du sang, parce qu'il y a les veines de l'œsophage et les varices œsophagiennes qui se rompent et on vomit du sang. Il y a les yeux qui deviennent jaunes, l'ictère, le foie qui gonfle, l'hépatomégalie. Il y a complications possibles comme le cancer. Mais tout ça, ce sont des complications communes aux hépatites. Mais spécifiquement pour l'hépatite C, c'est que ça arrive très doucement, sans bruit, et la personne se réveille souvent au stade de complications. Mais une autre particularité importante, très récente, c'est que, heureusement, il existe des médicaments maintenant efficaces. On traite 3 mois et les malades guérissent, pratiquement 90% des malades guérissent. Quand on est au stade de cirrhose, on va jusqu'à 6 mois et le virus est éliminé. Et en conséquence, je pourrais prodiguer des conseils aux gens de se faire dépister pour savoir s'ils ont l'hépatite et se faire examiner pour évaluer à quel stade on est. Et si on est au stade un peu avancé, se faire soigner rapidement. Si on est encore au stade normal, programmer les soins dans un futur proche. Vous parlez justement du traitement. Essayez de nous expliquer comment se passe le traitement. Et puis, on dit que le traitement de l'hépatite C est très cher. Est-ce que c'est le constat que vous faites et quels conseils pouvez-vous donner aux familles qui n'ont pas nécessairement les moyens de se soigner? Ces dernières années, il y a eu beaucoup des progrès, des découvertes très intéressantes. Avant, on utilisait un médicament qu'on appelait interféron.
C'était un médicament très cher et qui avait des effets secondaires importants, dont l'efficacité était limitée. Quand on soignait 100 personnes, on pouvait guérir entre 40 et 60% ou 80% en fonction du type, ce qu'on appelle le génotype du virus. Mais maintenant, il existe de nouveaux médicaments. Ce sont des antiviraux directs. Ce sont des comprimés, souvent combinés, où on prend un seul comprimé qui contient 2 molécules, par exemple, et la guérison est pratiquement de 90%. Et le coût par rapport à ce traitement ancien est largement inférieur. Il existe même des génériques maintenant fabriqués par des laboratoires agréés et qui donnent un prix bas par rapport toujours à l'ancien prix, mais ça reste élevé par rapport aux revenus des Burundais, par exemple. Je conseillerais aux gens d'aller chez le médecin et le médecin va informer à propos du coût selon les pays, selon les villes, et les personnes peuvent faire un projet de soins programmé, faire de petites économies et éventuellement prendre le médicament après une période X ou Y. Donc, intégrer les soins comme projet de soins quand on n'a pas une assurance ou de l'argent, des moyens financiers qui sont suffisants pour se faire soigner directement. Nous remercions le professeur Renova Nagilabili qui nous répondait depuis Bujumbura au Burundi. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Dans cette édition, nous écouterons 2 témoignages. D'abord, celui d'un patient. Aristote, c'est le nom d'emprunt que nous lui donnerons, a été dépisté positif à l'hépatite C. Il raconte son expérience à votre santé, votre avenir. Depuis un certain moment, j'avais l'impression que ça n'allait pas au fait. Mon corps, lorsque je mange, j'ai l'impression que je suis rassasié. Et quelques minutes après, j'ai faim. Donc à chaque fois, je dois toujours mettre quelque chose dans la bouche. Mais je n'arrive pas à digérer au fait. Et je n'arrive pas à manger convenablement comme il se doit. Et toute fois que je mets quelque chose dans la bouche, c'est-à-dire les minutes qui suivent, je dois aller à la selle, faire quelque chose d'embarrassant. Souvent, lorsque je suis là, une activité comme ça, j'ai sommeil, je dors beaucoup. De façon naturelle, j'ai un sommeil léger, mais j'ai constaté que depuis un certain moment, je dors profondément. Et même lorsqu'on me réveille, j'ai du mal à me lever. Et par moments, j'avais des maux de tête et des nausées à ne point finir. Donc ça a duré pendant près de 3 mois comme ça. Bon. Et un jour comme ça, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. J'ai expliqué tout ça au médecin. Le médecin m'a prescrit d'abord des médicaments. Il y avait des bridades et d'autres médicaments que j'ai oublié le nom. Et il m'a demandé, pour se rassurer, pour pouvoir bien faire le traitement, il fait des examens. Et je suis allé comme ça. À Korodi, à l'Institut Pasteur, j'ai fait près de 6 examens comme ça. Et parmi ces 6 examens, il y avait le test de dépistage de HVC, c'est-à-dire l'hépatite C. Et ce test-là s'est avéré positif. Je suis parti voir le médecin. Il m'a dit comme ça que c'était pas quelque chose de grave, que dans peut-être quelques mois comme ça, la maladie allait passer, que c'est pas quelque chose de grave. Mais à la suite de ce qu'il m'a dit, j'étais pas convaincu. Et donc je suis allé faire des recherches sur le net. Et l'information que j'ai reçue par rapport à cette maladie, on m'a dit qu'à la longue, on pouvait contracter le cancer de foie. Je suis retenu de voir. Et j'ai demandé s'il n'y avait pas de prise en charge. Il m'a conseillé de me rendre dans un CHU. Donc c'est comme ça que je suis allé au CHU de Korodi. Et quand je suis allé au CHU de Korodi, le médecin qui s'occupait de moi m'a demandé de faire un autre test, un test de charge virale pour voir le niveau d'évolution dans mon organisme. Et le test s'est avéré négatif. Donc je suis parti voir le médecin. Il m'a dit il n'y a pas de problème, que je peux aller à la maison. Mais au moins, pour de 6 mois, de revenir pour pouvoir faire un autre test pour voir si la maladie est toujours dans mon corps ou bien si la maladie a disparu de mon organisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème. Et depuis, ça fait maintenant près de 3 à 4 mois. Et depuis que je suis revenu, je ressens encore les symptômes. Parce qu'actuellement, je n'arrive pas à manger et je sens un peu des maux de tête. Je pense que les symptômes encore sont en train de revenir. Si des personnes qui connaissent ces maladies, s'ils peuvent nous aider au moins à traiter. On pensait qu'il y avait une prise en charge véritable encore du VIH, mais non, ce n'est pas le cas. Parce que là où je me suis rendu, je ne suis pas convaincu du traitement. Précisons à la suite d'Aristote que la période d'incubation pour l'hépatite C va de 2 semaines à 6 mois. Et 15 à 45% de personnes infectées se débarrassent spontanément du virus dans les 6 mois qui suivent l'infection sans aucun traitement. Néanmoins, nous espérons qu'Aristote retournera effectuer un nouveau test pour déterminer s'il a besoin d'antiviraux.
Notre second témoignage est celui du docteur Kamara Mori Ismaël. Il est hépatologue et président de la Ligue ivoirienne de lutte contre les hépatites. Il nous présente les 3 domaines d'intervention de la Ligue. Le premier domaine, c'est le plaidoyer auprès du gouvernement, plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et plaidoyer auprès des industries pharmaceutiques et de la société civile. Ces plaidoyers-là ont pour but d'interpeller toutes ces entités-là sur la réalité des hépatites virales en Côte d'Ivoire et de faire en sorte que la prise en charge soit la moins onéreuse possible pour les patients. Ensuite, deuxième axe d'intervention, c'est la sensibilisation. Cette sensibilisation se fait sous forme de conférences publiques où nous essayons d'expliquer un peu ce que c'est que les hépatites virales, comment éviter les hépatites virales et autres. Et puis nous couplons le plus souvent ces conférences-là de séances de dépistage. Et puis troisième axe, c'est surtout l'accès au traitement. Cet accès au traitement, parce que je vous dis que la prise en charge des hépatites virales, elle coûte excessivement cher pour l'hépatite C. Les nouveaux médicaments qui aujourd'hui permettent une guérison sont pas moins de 2 millions. Donc vous imaginez que plus de 80% de la population atteinte d'hépatite C n'a pas les moyens nécessaires pour cette prise en charge. Et donc, nous essayons de rentrer en contact avec l'industrie en vue de rendre accessible ce traitement-là en réduisant les coûts. Bien entendu, c'est pas facile, mais nous essayons de leur faire comprendre la nécessité de ces réductions. Nous essayons de faire des petites actions qui permettent de toucher des populations cibles, notamment les élèves et les étudiants, notamment les travailleurs et les professionnels du sexe et surtout le personnel de santé. Puis le point d'orgue de nos actions, c'est le mois de juillet de chaque année où est organisée la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales le 28 juillet. Et donc au cours de ce mois de juillet, nous essayons d'intensifier nos actions de sensibilisation, de dépistage, de lobbying en vue de faire prendre conscience de la réalité des hépatites virales en Côte d'Ivoire. Concernant le traitement, vous avez dit que le traitement est encore très cher. Est-ce que vous avez déjà pu mener quelques actions positives sur le terrain ou vous êtes juste en négociation avec les industries pharmaceutiques? Effectivement, grâce à l'action concertée du gouvernement à travers le programme national de lutte contre les hépatites virales et de notre ONG, nous avons réussi à faire de sorte qu'un laboratoire pharmaceutique qui a le médicament puisse vraiment réduire considérablement le coût de ce médicament. C'est ainsi que d'une injection à 150 000 francs CFA, nous en sommes aujourd'hui à 13 000 francs CFA avec la possibilité de faire des tests sur place. Parce qu'avant, les tests se faisaient en Europe, en France plus précisément, et ça coûtait excessivement cher. Donc aujourd'hui, ces tests-là sont disponibles grâce à ce laboratoire et les médicaments également sont vraiment à coût réduit de 150 000 francs à 13 000 francs. Voici l'une de nos actions aujourd'hui dont nous sommes fiers. Nous remercions donc Aristote et le docteur Kamara pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes nombreux à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé et votre avenir vous donnent la parole et cherchent les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes une fois de plus avec le Dr Amang Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Hassan Omar Boulali. Hassan, vous appelez pour une question. Vous avez une question? Oui, tout à fait. J'ai un frère qui a eu une tuberculose cérébrale. Tuberculose cérébrale? Oui, donc il a pris un traitement et après il est guéri. Mais le problème, il a eu des effets secondaires, une crise d'épilepsie, voilà. Donc le problème, comment on peut faire en fait, apporter des traitements sur ça et à chaque fois ça revient. S'il arrête le traitement, ça revient. Si, en fait, quelquefois, il a tout le corps qui bouge, quelquefois il vomit. Donc, d'où vient le problème? Et est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des associations qui peuvent nous aider à amener à l'extérieur, donc à avoir un voyage médical à l'extérieur? Hassan, vous nous appelez d'où? De Djibouti. De Djibouti. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Hassan, d'avoir appelé. Docteur Ngenkap est là pour vous répondre. Ce que je veux préciser,
c'est que la tuberculose est une infection bactérienne qui affecte surtout les poumons. Il peut également avoir d'autres localisations. La localisation cérébrale intervient comme une complication de la tuberculose dans son ensemble. Les crises épileptiques, très souvent, ne sont pas en rapport avec des effets secondaires du traitement, mais sont plutôt l'expression symptomatique de cette tuberculose qui siège au niveau du cerveau. C'est pour cette raison que pour éviter notamment les rechutes que signale Hassan chez son frère, il faudrait savoir si le traitement est pris avec un respect de la prescription, à savoir les posologies, les doses de prescription, et deuxièmement, la durée de prescription qui peut parfois aller de 6 mois à 12 mois. L'autre élément important que je voudrais également préciser, c'est que les épilepsies qui surviennent aussi régulièrement chez le frère d'Hassan sont plutôt le témoin que la guérison peut-être n'est pas achevée et qu'il existe encore des foyers de tuberculose cérébrale qu'il faudrait éradiquer. Et c'est pour cette raison que je l'invite vraiment à revoir le médecin pour faire le point par rapport à la guérison effective et sur ces crises d'épilepsie à répétition qui sont pour moi la manifestation d'une tuberculose cérébrale qui existe encore ou les séquelles d'une tuberculose cérébrale qui malheureusement n'est pas complètement guérie. Par ailleurs, l'élément également que j'aimerais préciser, c'est que les rechutes d'une tuberculose cérébrale peuvent être en rapport avec un état immunitaire défaillant. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, j'invite Hassan à amener son frère chez un médecin pour refaire le point par rapport à cette situation-là. Quant aux associations qu'il souhaite avoir, il faudrait dans un premier temps connaître le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire. Ce n'est que lorsqu'on connaît le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire qu'on peut proposer une éventuelle association. Mais pour ma part, je pense qu'à Djibouti, il y a de la compétence et les moyens pour pouvoir prendre en charge une tuberculose cérébrale, y compris une tuberculose cérébrale qui présente des effets de type épileptique. Merci, docteur. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Nous l'avons consacré à l'hépatite C, une maladie du foie. Le professeur Renova Nagilawili de l'université de Bujumbura au Burundi nous a expliqué les causes, les symptômes et les moyens de prévention de la maladie. Nous avons aussi écouté 2 témoignages, celui d'un patient et celui du docteur Kamara Mori, président de la Ligue ivoirienne des luttes contre les hépatites. Nous leur disons donc merci. Merci également au docteur Armand Genka pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Georges Léonard Sagno était à la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Mohamedou Oumfa et Rosine Mounezero. Restez fidèles au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.